Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire au sujet de la CSRD. Vous êtes très nombreux ce matin, plus de 350 ETI entreprises situées dans toutes les régions de France métropolitaine et nombreux en caisse régionale qui accompagnent les entreprises au quotidien dans leur sujet de transition. Au total, plus de 700 participants. Pour me présenter en un mot, je suis Pascal Bousquet et j'exerce au sein du pôle Conseil et solutions de Crédit Agricole Transition et Énergie. Et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire et de vous présenter nos intervenants. Gérard Biessy-Bonnet, qui est directeur du pôle Conseil et solutions de Crédit Agricole Transition et Énergie, et vous présentera en quelques mots la nouvelle filiale du Crédit Agricole. Alexis de Taillac, qui est directeur du pôle Conseil RSE Innovation au sein de la société R3, et Manon Hanot, qui est consultante senior au sein de ce pôle RSE Innovation et qui interviendra aux côtés d'Alexis. Avant de démarrer, je vous donne 3 informations pratiques pour l'organisation de ce webinaire. Pour information, tous les inscrits recevront le replay du webinaire. S'agissant du timing, nous prévoyons 45 minutes de présentation et 15 minutes d'échange, questions-réponses. Aussi, n'hésitez pas à formuler vos questions directement dans l'outil et nous serons en mesure de revenir vers chacune des personnes qui aura posé des questions de manière individuelle après le webinaire si nous ne parvenions pas à répondre à toutes les questions. Et enfin, nous vous solliciterons en fin de webinaire pour répondre à 2 questions et vous pourrez pour cela cliquer directement depuis votre poste, d'une part pour répondre au niveau de votre satisfaction par rapport à la présentation et d'autre part votre souhait pour les entreprises d'être recontactées pour une étude personnalisée et dans ce cas, avec l'appui des caisses régionales, nous organiserons un rendez-vous avec les équipes d'R3. Sans plus attendre, je donne la parole à Gérard pour vous présenter Crédit Agricole Transition Énergie. Merci Pascal. Alors quelques mots sur Crédit Agricole Transition Énergie, que j'appellerai CATE tout au long de mon intervention. Désolé pour l'acronyme. Donc CATE est la nouvelle filiale du groupe qui intervient avec les banques commerciales, les caisses régionales, LCL, CACIB, pour développer 2 nouvelles activités, 2 nouveaux métiers assez éloignés, on le verra, des activités traditionnelles qui sont les nôtres dans le domaine de la banque, l'assurance ou l'immobilier. La première de ces activités, c'est de contribuer à l'accélération de la production d'ENR, d'énergie renouvelable, par les entités du groupe, par les caisses régionales, mais aussi par leurs clients, et surtout de pouvoir développer une activité de fourniture d'électricité verte pour les entreprises et les collectivités locales, en facilitant finalement la mise en relation entre des producteurs locaux et des consommateurs d'ENR. Et avec cette nouvelle activité, les caisses régionales vont pouvoir renforcer leur rôle majeur dans l'aménagement du territoire en favorisant ces circuits courts entre producteurs et consommateurs d'ENR. Circuits courts, boucle territoriale, c'est au cœur des préoccupations de nos caisses régionales. Seconde activité, second métier nouveau pour CATE, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est très clairement de pouvoir accompagner tous nos clients, du particulier à la grande entreprise, dans les démarches de transition, qu'elles soient énergétiques, environnementales ou plus largement sociétales. Pour ce faire, nous allons le faire de manière différente selon les marchés, selon les types de clientèle, parce que ce n'est pas la même réglementation, ce ne sont pas les mêmes obligations. Et pour mettre en musique, pour articuler ce nouveau métier, nous allons nous appuyer sur un réseau de plus de 50 conseillers en transition énergie, CTE, qui ont été recrutés par les caisses régionales au cours des dernières semaines. Donc, pour décliner sur les différents marchés, donc sur le marché des particuliers, nous allons nous appuyer largement sur une plateforme Internet, Géco-Rénov' mon logement, que vous avez pu probablement découvrir lors de spots à la télé. On va s'appuyer sur cette plateforme pour offrir tout un bouquet de services, bancaires et non bancaires, pour accompagner le particulier
qui recherche des entreprises de travaux, qui recherche à bénéficier d'un maximum d'aides, de subventions ou des solutions de financement pour son projet. Pour les entreprises, pour conseiller nos clients, nous avons fait le choix de nouer des partenariats forts, capitalistiques, avec des acteurs du premier plan, de ce conseil en transition, des acteurs qui ont track record, qui ont une expertise reconnue sur le sujet et qui sont à même d'accompagner là aussi nos clients de A à Z dans leur démarche de transition, qu'elle soit centrée sur la RSE, sur la décarbonation ou sur l'efficacité énergétique. L'entreprise de conseil qui est au cœur de notre dispositif, c'est le groupe R3, dont nous sommes devenus l'actionnaire de référence il y a quelques mois, et qui dispose aujourd'hui d'une centaine d'ingénieurs répartis sur le territoire et qui accompagne nos fameux conseillers en transition énergie, nos chargés d'affaires chez nos clients pour proposer cet accompagnement stratégique et méthodologique autour d'une problématique liée aux transitions. Et en parlant de problématiques, et ça va faire le lien avec ce qui nous réunit ce matin, il y en a une qui va s'imposer progressivement à toutes les entreprises, c'est la mise en œuvre de cette fameuse directive CSRD. Et c'est justement pour nous aujourd'hui un bel exercice d'application du partenariat que j'évoquais. En effet, je vais laisser sans plus tarder la parole à nos experts de notre partenaire R3 qui vont vous exposer les contraintes, mais surtout parcourir toutes les opportunités autour de cette nouvelle directive et surtout vous expliquer comment R3, mais l'ensemble du groupe Crédit Agricole, sera à vos côtés pour vous accompagner. C'est la première étape importante de sensibilisation. Pascal le disait tout à l'heure, vous aurez tout loisir au cours des prochains jours, via votre chargé d'affaires, via votre caisse régionale, de pouvoir organiser un rendez-vous sur place dans votre entreprise avec les experts de R3 pour passer d'un discours un peu général à un discours très appliqué à la situation de votre entreprise. Je ne serai pas plus long sur le sujet et je vais laisser la parole aussitôt à Alexis. Merci Gérard. Bonjour à tous. Alors, je suis Alexis. Avec Manon, effectivement, on représente la société R3, le groupe R3. Et avant de rentrer un petit peu dans le sujet de la CSRD, on voulait dire quelques mots sur notre entreprise et notre mission. On est une entreprise avant tout qui rassemble des experts sur 3 sujets différents dans le but d'accompagner les entreprises dans leur transition. Les 3 sujets, le premier, effectivement, on va en parler ce matin, c'est la RSE et l'innovation. On aide les entreprises à choisir les sujets qu'elles ont envie d'attaquer en prenant en compte leurs responsabilités sociétales, justement, et ensuite à décliner avec des offres d'innovation ces sujets qu'ils ont priorisés dans des offres. La deuxième expertise, elle touche à la décarbonation, avec des équipes qui peuvent réaliser des bilans carbone, mais aussi, bien sûr, aller vers des stratégies de décarbonation, des plans de transition, des démarches volontaires comme SBTI. Et puis une troisième expertise qui touche à la performance énergétique, où on va aider, parfois directement sur les sites industriels, à déployer des démarches de réduction des consommations, d'amélioration de l'empreinte environnementale, avec vraiment des ingénieurs qui vont sur le terrain. Ces 3 expertises, elles sont combinées à 2 autres leviers d'accélération pour notre entreprise, mais aussi pour la transition en général. Le premier, c'est les plateformes digitales. On vous reparlera des outils qu'on met en place pour la CSRD. Le sujet des plateformes digitales, c'est à la fois un sujet d'accélération pour les entreprises et d'autonomie. Notre but, c'est d'accompagner les entreprises, de les faire monter en compétences et de leur donner ensuite des solutions pour qu'elles accélèrent leur propre transition. Et troisième levier d'accélération, les solutions de financement qu'on aborde avec le Crédit Agricole aussi. En fait, le financement, pour nous, ça ne doit pas être un frein à la transition. Donc, on accompagne les entreprises dans leurs besoins sur ce sujet pour remplacer des équipements, pour faire des investissements, réduire leur empreinte avec le bon degré de dette ou de levée de fonds. On a une approche assez particulière dans la mesure où on aborde tous les secteurs pour les entreprises et toutes les tailles d'entreprises. Alors forcément, les démarches, Gérard le disait, ne sont pas les mêmes quand on est une TPE-PME ou une ETI dans son chemin vers la transition. Nous, on a fait le parti de pouvoir toutes les accompagner avec des équipes dédiées à des TPE-PME, notamment en lien fort avec BPI-France, dont on est le premier opérateur pour un certain nombre de programmes de transition, et puis des équipes dédiées aux grands comptes pour des approches plus personnalisées quand la complexité est plus grande. Le but vraiment de R3, c'est d'accompagner les entreprises avec une feuille de route unique. Donc on reviendra dessus au moment des opportunités. L'objectif, c'est pas d'avoir une feuille de route RSE, une feuille de route décarbonation, une feuille de route business. C'est une seule feuille de route pour l'entreprise qui fait sa transition. À date, alors on n'est pas encore à 1000, mais on est vraiment tout à fait
aux portes de ce millier d'entreprises accompagnées, avec plus de 900 TPE, PME accompagnés. Et puis, on a mis certains logos que vous reconnaîtrez, de grands comptes qu'on accompagne et qu'on a accompagnés sur tout un tas de problématiques et sur tout un tas de sujets, que ce soit de la décarbonation, de la RSE un peu plus classique, de la CSRD aussi, de la régénération, de l'efficacité énergétique. Voilà. On traite tous les sujets de la transition avec ces entreprises. Point important, on est dans la transition, donc c'est essentiel de mesurer ce qu'on fait. On a, dans nos accompagnements, pu mesurer qu'on menait à une réduction des consommations d'énergie d'environ 23% chez nos clients. Et alors bien sûr, on a 3 ans d'existence, on est au début de cette démarche-là. Plus on va passer dans le temps et plus on va pouvoir mesurer et plus on va avoir des consommations qui s'améliorent, puisque les efforts les plus pertinents, on en fait au tout début avec des quick wins, mais on a aussi des démarches plus long terme qui doivent donner des réductions significatives. De la même manière qu'on réduit les consommations d'énergie, eh bien on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Auprès de nos clients, on constate environ 22% de réduction dans les bilans gaz à effet de serre. On a une vocation, et on ne vous comptera pas dans les 3000, mais on a une vocation à sensibiliser notre écosystème, que ce soit les entreprises ou nos partenaires, aux enjeux de la transition, à la fois des dirigeants, des comités de direction, mais aussi tous les collaborateurs des entreprises. Et à date, on a recensé un peu plus de 3000 participants à nos formations. Et voilà, on a un parc d'équipements sur la performance énergétique qui représente environ 400 millions d'euros sous gestion. Plus on arrive à des montants élevés, et plus ça veut dire qu'on aide à réduire. Donc pour nous, c'est aussi une manière de mesurer notre impact. Par rapport à l'entreprise, un peu plus directement, on a effectivement le Crédit Agricole en actionnaire de référence depuis quelques années, qui nous permet de à la fois avoir un partenariat sur le développement dans les territoires, mais aussi voilà, une empreinte capitalistique qui nous permet d'accélérer que ce soit les recrutements ou les nouveaux marchés. En nombre de collaborateurs, on a dépassé la centaine, ça y est, en fin d'année dernière. On est à la fois des consultants, des ingénieurs, et puis tout l'écosystème autour qui touche à la finance, qui permet d'avancer avec les entreprises dans cette transition. Et on a enfin ouvert, en début d'année, 6 agences en région, alors justement dans des territoires proches du Crédit Agricole, pour aller accompagner les entreprises là où elles se trouvent, dans les territoires. Je vais passer la main à Manon dans quelques instants pour vous rappeler les grands éléments de la CSRD. Vous voyez le sommaire. On va bien sûr vous parler de la réglementation, on va aussi vous parler des opportunités, de comment se préparer, et puis des outils qui peuvent vous aider à accélérer cette mise en conformité et le fait de se saisir de ces opportunités stratégiques. Et je prends la main pour parler justement de cette directive, alors dont vous avez tous sans doute entendu déjà parler. Il faut savoir que cette directive, donc la CSRD, c'est une directive européenne et elle existe depuis maintenant, on commence à en parler depuis à peu près 2-3 ans. Il faut savoir que c'est une directive qui va toucher beaucoup d'entreprises, mais qui surtout a un objectif, la publication du rapport de durabilité qui rassemblera toutes les informations associées à cette directive. Le but, ça va vraiment de pouvoir communiquer sur vos informations autant financières que vos informations extra-financières, donc associées à votre impact social et environnemental en tant qu'entreprise. L'objectif, comme je le disais, c'est dans un premier temps de rassembler ces informations et le premier but, c'est la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui est attendu par les consommateurs finaux, vos potentiels clients, que vous soyez en B2C, B2B ou B2B2C. Et le but, ça va vraiment d'harmoniser finalement tout ce reporting, d'harmoniser tous les sujets sur lesquels vous allez devoir reporter et donc sur lesquels vous allez devoir rendre des comptes année après année. Et la cible, elle vient à grandir. C'est la première fois qu'une directive vient toucher des entreprises hors du scope européen. Donc si on regarde, elle est progressive, c'est-à-dire qu'elle ne s'attaque pas à toutes les entreprises dès la première année. Évidemment, ils ont mis en place des seuils, et on va revenir sur ces seuils juste après. Mais ça reste une directive qui va toucher plus de 50 000 entreprises, en tout cas à l'échelle européenne pour le moment. Et donc, on est quand même sur une vision de grande ampleur, puisqu'on va même aller toucher des PME côté, chose qui est nouveau pour les systèmes de reporting. Donc c'est vraiment une ambition de l'Europe aujourd'hui de pouvoir construire un modèle économique et du coup un modèle de financement plus durable. Le but, c'est de pouvoir donner les mêmes informations aux consommateurs finaux qu'aux acteurs financiers justement pour pouvoir investir dans des entreprises qui proposent des solutions plus durables pour l'environnement et ou la société.
Qu'est-ce qu'apporte la CSRD? Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette double matérialité. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Auparavant, on avait une autre réglementation qui existait, qui était la NFRD et qui posait le principe de la simple matérialité. Et donc là, justement, notre objectif, c'est de vous montrer quelle est la différence entre la simple et la double, puisque beaucoup d'entreprises ont déjà réalisé leur simple matérialité. Et si vous ne l'avez pas fait, au moins, vous aurez un aperçu de ce qu'est la double matérialité. La double matérialité, aujourd'hui, elle représente d'un côté la matérialité financière. La matérialité financière, c'est celle qu'on avait l'habitude de faire au préalable, c'est-à-dire comment est-ce que les parties prenantes, donc c'est-à-dire l'environnement et la société, viennent impacter les activités de l'entreprise. Le but, c'est de se poser des questions sur comment est-ce que, par exemple, la biodiversité peut impacter votre entreprise, mais comment le changement climatique peut finalement impacter votre entreprise également, comment est-ce que les mouvements des sociétés peuvent impacter vos activités au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la matérialité financière, c'est comment est-ce que l'extérieur vient impacter votre activité en tant qu'entreprise. Et la double matérialité, et ça c'est le nouveau précepte et le nouveau concept qui est arrivé, c'est la matérialité d'impact. Et donc on va un cran plus loin, justement, avec cette directive, en demandant aux entreprises de se renseigner sur quels sont leurs impacts sur l'environnement et la société. Donc ce n'est pas uniquement tourné sur comment est-ce que vos parties prenantes externes viennent vous impacter, mais aussi comment est-ce que vous impactez finalement l'environnement et la société. Le but, c'est de se concentrer sur quels sont vos potentiels impacts que vous n'aviez pas identifiés au préalable, et surtout de pouvoir, une fois les avoir identifiés, mettre en place des actions. Donc là, on pose un cadre qui sera le même pour tout le monde et qui, du coup, vient enrichir cette simple matérialité qui n'était que financière pour venir parler de cet impact environnemental et social. Et cette directive, elle est composée de normes. Alors, évidemment, elles ont un nom barbare qui est ESRS, donc vous avez aussi sans doute entendu parler. Il y a 12 normes aujourd'hui qui composent cette directive européenne. Il y en a 2 qui posent le cadre méthodologique. Ces 2 premières normes, finalement, elles viennent poser les principes généraux, mais aussi comment articuler le fait d'arriver jusqu'au rapport de durabilité in fine, donc qui est ce rapport qui est attendu et sur lequel on reviendra évidemment dans la présentation. Mais il y a aussi 10 normes qui sont des normes thématiques. Alors vous retrouvez du coup 5 normes environnementales, 4 normes sociales et 1 norme gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est que déjà ces normes, elles sont en lien avec du coup tous les préceptes ESG que vous pouviez déjà retrouver dans les systèmes financiers, mais aussi qu'on peut les décliner. Donc nous, chez R3 par exemple, on a décidé plutôt de choisir les subtopics, donc les sous-enjeux qui sont dans ces normes pour pouvoir être au plus proche des réalités des entreprises et de ne pas parler par exemple de la pollution au global. Mais c'est une norme qui reste... On a la capacité de pouvoir finalement choisir le degré de détail dans lequel on veut rentrer, et c'est là où justement on peut s'attaquer à des PME, à des TPE, mais aussi à des ETI et à des grands comptes avec des niveaux de granularité différents aussi sur ces thématiques-là. Et donc sur la réglementation qui est concernée par cette réglementation, donc dès 2024, donc dès cette année, ce sont les entreprises qui étaient anciennement soumises à la NFRD. Donc ce sont généralement des entreprises cotées de plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions d'euros et 25 millions de bilan. Donc toutes ces entreprises, finalement, elles vont devoir publier leur rapport de durabilité en 2025. Pourquoi est-ce qu'on dit dès 2024? Puisqu'il faut publier son rapport de durabilité sur les données de 2024. Donc si vous avez par exemple des états financiers qui sont de janvier à janvier, il faudra du coup en 2025 pouvoir publier votre rapport de durabilité sur tous les indicateurs, en tout cas qui sont importants pour votre entreprise, donc important égale matériel, et donc il faudra se concentrer sur les données 2024. Petit à petit, on avance, et donc les entreprises qui dépassent deux des 3 seuils qui sont présentés sur la slide que vous avez face à vous, donc c'est-à-dire qui soit ont plus de 250 salariés et ou 25 millions d'euros de bilan et ou 50 millions de chiffre d'affaires, vont être soumis du coup à la publication de leur rapport de durabilité en 2026 sur les données de 2025. On part des PME cotées pour une publication du rapport de durabilité en 2027 sur les données de 2026. Et ensuite, et c'est là où arrive la petite spécificité justement de cette directive, c'est que cette directive, elle vient toucher des entreprises qui ne sont pas
basés en Europe, donc ils ne sont pas des sociétés, en tout cas appartenant à un pays européen, mais qui par contre vont avoir un chiffre d'affaires consolidé de plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire que c'est une directive européenne qui vient toucher des entreprises non européennes, mais qui ont un impact, en tout cas dans leurs échanges et leurs flux commerciaux, importants en Europe. Donc on va vraiment élargir ce périmètre. Et d'ailleurs, il y a de ça un petit peu moins d'un mois, l'EFRAG, qui est donc l'association qui a posé cette déclaration et qui a œuvré pour la sortir, a sorti justement un guide pour les PME qui sont non cotées pour pouvoir commencer à répondre à la CSRD au cas où petit à petit elle viendrait à répondre à l'un de ces seuils pour pouvoir commencer à structurer leur démarche. Donc on est également en train de travailler sur ce sujet. Et une autre question qui revient généralement sur comment faire son rapport de durabilité, qui est concerné, surtout lorsqu'on est une filiale d'un groupe, une entité d'un groupe. Finalement, il y a un précepte qui est posé dans la directive qui est de dire vous êtes censé faire votre analyse de double matérialité sur le périmètre qui correspond au périmètre consolidé de vos états financiers. Donc si, par exemple, vous êtes une entité ou une filiale qui appartient à un groupe et que votre groupe fait justement, a des états financiers consolidés publiés, dans ce cas-là, la directive demande au groupe de faire une analyse de double matérialité qui prend en compte du coup votre entité, mais vous n'êtes pas forcément en obligation, vous, de faire cette analyse de double matérialité. Nous, là où on rajoute justement un détail, et puisqu'on l'a vécu au fur et à mesure des accompagnements qu'on est en train de mener, c'est que la directive, elle a quand même posé le concept de dire si dans une entreprise ou dans un groupe, il y a différents secteurs d'activité, on vous conseille de faire une analyse de double matérialité par secteur d'activité. Pourquoi ? Parce qu'une analyse de matérialité, c'est aussi comment est-ce que votre entreprise impacte l'environnement et la société. Si vous avez deux notions et donc deux secteurs d'activité très différents qui ont des impacts très différents sur l'environnement et ou la société, dans ce cas-là, les résultats, si vous venez interroger le groupe au global, finalement, on aura des résultats qui seront mitigés, où on n'arrivera pas forcément à ressortir la substantifique moelle, où on n'arrivera pas à ressortir les bons éléments pour venir justement mettre en place des actions par la suite. Donc nous, notre conseil, c'est vraiment de se dire, si vous avez différents secteurs d'activité, du moins qui génèrent en fait des impacts différents sur l'environnement et la société, c'est de faire une analyse de double matérialité par secteur et ensuite de la consolider en une analyse globale. Et donc, pour finir cette partie, c'est vrai que la CSRD, on en entend beaucoup parler en se disant ce ne sont que des contraintes réglementaires. Nous, on n'a pas du tout envie de voir ça comme ça. C'est vrai qu'on a pour habitude de voir la réglementation comme une contrainte. Nous, on la voit plutôt comme une opportunité. On la voit comme une opportunité pour les entreprises. Dans un premier temps, ça va être vis-à-vis d'un reporting qui sera plus ambitieux. Plus ambitieux parce que déjà, vous allez intégrer plus de personnes en interne, mais en plus de ça, vous allez aller plus loin sur les sujets, vous poser des vraies questions potentiellement sur des sujets que vous n'aviez pas abordés, comme la biodiversité ou voire même les écosystèmes marins. Donc ça, ce sont des sujets qui sont traités aujourd'hui dans la CSRD. Ensuite, c'est une directive qui concerne davantage d'entreprises. Donc ça ne vient pas concerner soit que des très grands groupes, soit que des très petites entreprises. On est vraiment sur un cadre global. Le but, c'est de s'inscrire dans quelque chose où tout le monde parlera le même langage. Et donc, nous, on voit ça comme une opportunité pour vous, même dans vos interactions avec les autres entreprises, vos parties prenantes, finalement, vous partirez tous avec la même base solide, en tout cas, d'idées et d'informations sur vos activités vis-à-vis des différents sujets environnementaux et sociaux. Ensuite, c'est une analyse plus complète. Plus complète, pourquoi ? Parce qu'on se pose pour la première fois la question de quel est mon impact en tant qu'entreprise sur l'environnement et la société. Et c'est vrai que c'est des logiques qui sont nouvelles, et donc on est sur une analyse qui sera encore plus complète si demain vous voulez structurer une stratégie RSE, revoir une feuille de route, justement, comme en parlait Alexis. Finalement, une analyse plus complète, ça vous permettra d'aller jusque-là. C'est aussi une opportunité liée à la transparence. La transparence, comme on le disait en tout début de webinaire, c'est quelque chose qui est attendu au global et ça vous permettra de toute façon, de par l'obligation d'être transparent, mais au même titre que tous vos concurrents. Donc finalement, on est dans une logique de transparence globale. Et enfin, ça va vous demander de la rigueur en interne pour récolter les informations, mais aussi de la rigueur pour la structuration du rapport qui finalement derrière servira autant aux consommateurs finaux qu'aux acteurs financiers avec lesquels vous travaillez. Et je vais laisser Alexis justement développer cette idée des opportunités.
Alors j'en profite, on voit pas mal de questions dans le chat. Continuez à les poser, hein. On va toutes les récolter, on répondra à certaines en fin de présentation et puis on répondra ensuite à l'écrit aux personnes qui les ont posées. Je vois beaucoup de choses sur les seuils, sur les périmètres d'application. Continuez à les poser, on y répondra. Pour continuer sur ce volet des opportunités, on a un certain nombre de sujets qui viennent de cette ambition renouvelée de la CSRD, d'aller vers plus de rigueur, plus de transparence. Donc forcément, quand on va parler de toutes les activités de l'entreprise, de tous ses impacts avec rigueur, on va avoir une vision assez complète. L'objectif, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors nous, on a distingué 3 niveaux. Le premier, c'est pour une entreprise qui va appliquer la CSRD en tant qu'entreprise soumise, qui va faire cet exercice de reporting de durabilité et qui va forcément regarder d'un peu plus près ses activités. Le deuxième niveau, c'est pour l'entreprise qui, dans cet exercice de durabilité, va se rapprocher de ses parties prenantes, va commencer à tisser des liens ou à les renforcer avec son écosystème, et donc dans une démarche RSE un petit peu plus stratégique, d'avoir des conversations plus fréquentes, des relations plus partenariales. Et enfin, cette transparence-là, et le fait qu'il y ait jusqu'à 50 000 entreprises concernées par la CSRD, ça va aussi mener à un foisonnement de la donnée disponible par rapport aux démarches des entreprises. Et là-dedans, il y aura des occasions d'aller piocher. Premier volet, vraiment premier niveau de zoom à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on considère que la CSRD, c'est une opportunité pour une entreprise qui se met à l'appliquer correctement? Alors, d'une part, parce qu'on a cette partie de double matérialité qui vient regarder à la fois le financier et l'impact, avec ce regard de l'interne vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur, on sort d'une vision silotée. Mécaniquement, on a des directions financières qui se mettent à parler des directions RSE. Alors, il y a des entreprises très matures qui le faisaient déjà, mais il y a toute une partie aussi qui découvre que la RSE peut impacter la finance et inversement. Ce bénéfice-là, il vient de la CSRD, il va permettre d'accélérer aussi les transformations des entreprises. Deuxième point, on en parlait, on va regarder beaucoup plus de périmètres, beaucoup plus de sujets, avec une certaine rigueur et une attente. On ne l'a pas encore dit, mais le rapport de durabilité, il sera audité par vos CAC ou des OTI, donc forcément, il y a une rigueur qui est attendue. Les données, elles seront plus riches, plus pertinentes, plus fiables. Les meilleures données, c'est aussi une meilleure manière de piloter son entreprise. Enfin, alors on parlait de liens avec les parties prenantes, on voulait zoomer spécifiquement sur ces sujets que vous n'aviez peut-être pas encore pris en compte avant et sur lesquels vous allez devoir regarder un petit peu vos impacts. Ça peut être les fonds marins, ça peut être la biodiversité. Dans ce cadre-là, vous allez peut-être tisser des nouvelles relations avec des experts de ces sujets qui vont vous aider à vous améliorer. Donc c'est la CSRD qui va permettre de se mettre à se connecter à ces sujets-là que vous n'aviez pas forcément regardé avant. Quatrième partie, nous on en est convaincus, quand on mesure bien ses impacts financiers, ses impacts environnementaux et sociaux, on est capable d'améliorer sa performance globale en tant qu'entreprise. C'est un sujet de mesurer avant de pouvoir améliorer. La CSRD va vous permettre d'avoir une vision plus globale. Enfin, le fait d'aller interroger l'entreprise, il va avoir lieu au moment où vous regardez votre écosystème. Alors bien sûr, c'est intéressant, parce que vous aurez votre impact à date et vos relations à construire. Il y a aussi une dynamique dans la CSRD qui demande de se projeter dans les évolutions, dans ce qui va changer, alors à la fois en termes de climat et qui pourrait impacter votre entreprise ou l'entreprise que pourrait avoir l'impact qu'elle pourrait avoir sur le climat, mais aussi les autres évolutions de votre écosystème. Ça peut être des tendances ou des besoins en termes de vos clients, des attentes réglementaires, des attentes juridiques, des attentes de vos investisseurs et des acteurs financiers. Cette vision-là va vous permettre d'être mieux préparé, d'avoir un regard un petit peu plus dans l'anticipation. Et enfin, dans cette approche d'opportunité, chez R3, on a aussi développé des outils qui permettent de regarder, au-delà de la double matérialité, quels sont les sujets brûlants pour l'entreprise de transformation. On va parler de résilience par rapport à certains changements, on va parler de pérennité de l'activité par rapport à des évolutions de marché, de l'accès à la ressource qui peut être mis à risque. L'objectif, c'est d'utiliser la CSRD comme un levier pour pointer du doigt les problèmes de l'entreprise et les sujets de transformation dans les années à venir. Deuxième niveau de zoom, si on recule un petit peu et qu'on regarde qu'est-ce que la CSRD permet de renforcer entre l'entreprise et ses parties prenantes. Alors, invoquer ces parties prenantes dans le cadre d'une démarche RSE, c'est essentiel. L'avantage de la CSRD, c'est qu'elle va vous permettre de valoriser avec des données les actions et les efforts que vous mettez en place. Donc d'avoir quelque chose de crédible et de tangible. Alors forcément, vous allez renforcer votre dialogue, déjà parce que vous allez devoir solliciter ces parties prenantes, mais aussi parce qu'on vous encourage dans cette perspective de regard prospectif et d'évolution, de se rapprocher encore plus de ces parties prenantes plus régulièrement. Une fois qu'on a posé les sujets de transformation et qu'on s'est rapproché de ces parties prenantes, il y a forcément des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations à imaginer, et ce sera fait sur la base des sujets prioritaires que vous aurez pu identifier.
Et enfin, voilà, embarquer systématiquement les parties prenantes, ça va devenir systématique alors que ça ne l'était pas forcément avant, et c'est assez important. Quand on parle de parties prenantes, petit rappel, on parle vraiment de toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, des investisseurs, des talents. Tous ces sujets de la CSRD, ils vont toucher à votre marque employeur, à votre attractivité pour les financiers, à votre attractivité commerciale, et il faut bien le garder à l'esprit. Puis troisième niveau de zoom, puisqu'on le disait, 50 000 entreprises concernées à horizon 2029, un rapport qui est à la fois dans la transparence, la rigueur et l'harmonisation. Première possibilité, c'est que vous allez pouvoir vous comparer. Une fois que vous publiez votre rapport, vous allez pouvoir regarder les autres acteurs de votre secteur et les secteurs adjacents pour comparer votre performance, comparer votre positionnement, comparer vos actions et les résultats qu'elles donnent. Deuxième volet, s'inspirer. Dans cette logique de transparence, vous allez aussi avoir accès à tout un tas d'initiatives que d'autres entreprises mettent en place et qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent vous inspirer dans les actions que vous avez envie de prendre, d'instaurer. Ce sujet-là, il est assez important parce que jusque-là, les entreprises communiquaient alors, souvent par la DPEF et puis quelquefois par des rapports RSE sur leurs initiatives. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus riche dans la matière que les entreprises mettent déjà en place. Et dernier sujet, et ça c'est pour les entreprises qui font bien le rapport de durabilité, mais qui aussi ont bien saisi ce sujet de la transition et de la durabilité, elles vont pouvoir mettre en avant leurs axes de différenciation, que ce soit des axes business ou des axes environnementaux, sociaux, sociétaux. Ça va être l'occasion, de manière vraiment tangible et crédible, de mettre tout ça en avant auprès de vos parties prenantes. Donc ce volet-là, il n'est pas à négliger. C'est l'occasion de renforcer votre discours et de faire de ce rapport de durabilité un élément de communication et pas simplement de reporting. On vous a présenté la CSRD, le contexte, les opportunités. On voulait quand même faire un petit pas en arrière et vous montrer comment est-ce qu'on peut se préparer de manière opérationnelle à la CSRD pour répondre à l'objectif de reporting, bien sûr, mais aussi se saisir des opportunités. Le sujet chez R3, on l'a abordé au tout début, c'est pas de simplement faire du conseil, vous aider à publier un rapport et de s'arrêter là. Nous, on vient vous apporter notre expertise et vous rendre le plus autonome possible dans ces sujets de la transition. Donc on mêle tous nos accompagnements à un outil digital qui est là pour vous aider à vous faciliter la vie, à accélérer le reporting et à vous rendre plus autonome sur les sujets. Donc cette démarche d'avoir des experts qui co-construisent avec vous et une plateforme digitale dédiée, elle s'applique à toutes nos offres, que ce soit sur une partie carbone avec un outil qui permet d'effectuer son bilan carbone et de construire son plan de transition, sur la partie CSRD et RSE avec un outil de pilotage et de reporting couplé à des accompagnements conseils, et sur la partie performance énergétique également. C'est un parti pris assez fort, mais qui, pour les entreprises, permet aussi de s'emparer des sujets de manière plus pérenne. Et quand on accompagne les entreprises, on voulait mettre en avant 3 des caractéristiques qu'on a à cœur de mettre en place. La première, c'est qu'on co-construit toujours notre démarche en s'adaptant aux entreprises. On n'a pas de démarche générique qui marche à tous les coups. On a une co-construction des démarches qui fonctionnent avec les entreprises parce qu'elles ont des spécificités de secteur, d'enjeux, de priorités stratégiques déjà définies. Et ça, on le fait ensemble. Deuxième sujet, on n'est pas là pour réinventer la roue. On va utiliser tout ce qui existe dans les entreprises. Si vous faites une DPEF, si vous avez une cartographie des enjeux, si vous avez une stratégie RSE ou même des démarches de reporting, on vient s'appuyer sur ces éléments-là pour répondre à la réglementation avec le moins d'efforts possible et utiliser les efforts pour plutôt aller sur des sujets d'opportunité. Et enfin, justement, sur ces opportunités-là, on l'a déjà présenté, on porte une vision de la CSRD qui n'est pas que réglementaire. On veut l'utiliser aussi pour aider dans la transition, à pointer du doigt les sujets de transformation, les sujets de résilience, pour accompagner les entreprises vers la durabilité de leur modèle d'affaires, et pas simplement dans le reporting. Bon, je reviens à ce parti pris de R3. Notre but, c'est qu'il y ait une feuille de route unique. Donc que la feuille de route CSRD, elle vienne se coupler à la stratégie RSE, elle vienne se coupler à la stratégie business, et que ce soit une seule feuille de route. Maintenant, on va vous présenter un peu les étapes clés. Merci beaucoup. Donc en effet, l'objectif, là, c'est de vous présenter un petit peu les 5 grandes étapes pour arriver au rapport de durabilité, puisqu'on sait que ce sont des paliers qui peuvent potentiellement inquiéter les entreprises. Donc notre but, c'est de vous rassurer, de vous montrer qu'il n'y a que 5 étapes et que, en tout cas, nous, chez R3, on peut vous accompagner à les mettre en place.
La première étape, c'est une étape de sensibilisation, sensibilisation en interne de vos collaborateurs, mais aussi des comités de direction, s'ils ne sont pas forcément à l'aise avec le dispositif de CSRD, montrer comment cette réglementation peut justement être une opportunité pour l'entreprise et stratégique finalement sur du court, moyen, voire long terme. Et on a cette partie de spécification des enjeux. Donc vous verrez par la suite, je vais suivre avec des exemples d'une des entreprises qu'on accompagne en ce moment justement, qu'on a évidemment anonymisé. Mais pour vous montrer comment est-ce qu'on est venu spécifier ces enjeux, c'est vrai que la CSRD, elle pose un cadre, donc elle pose des normes, comme je l'ai dit au préalable, mais on n'a pas le droit d'enlever des normes. Alors ça, c'est un fait, c'est une directive. Mais par contre, on a le droit d'en rajouter. On a le droit de rajouter des enjeux qui pourraient être des enjeux de business durable pour vous, pour se rapprocher justement le plus proche de vos réalités stratégiques et opérationnelles pour pouvoir faire valoir des sujets qui ne seraient pas, à l'heure actuelle, posés dans la directive. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'étape de... Donc, où le livrable final, finalement, c'est la matrice de double matérialité. Pour y aboutir, on va mener une consultation donc de parties prenantes internes, donc des collaborateurs de votre entreprise, des membres du comité de direction ou du comité exécutif, voire même des membres qui seraient un peu plus opérationnels en fonction de leurs connaissances sur comment est-ce que justement ces sujets environnementaux et sociaux peuvent impacter les finances de l'entreprise et ou la stratégie de l'entreprise. On va aussi aller interroger des parties prenantes externes. Donc là, le but pour nous, c'est de mener une analyse documentaire et finalement d'aller interroger des parties prenantes, donc des fournisseurs, des clients, mais aussi, comme le disait Alexis, potentiellement des bureaux d'études ou des ONG pour venir interroger la nature, puisque c'est une nouvelle partie prenante dans la CSRD. On appelle ça une partie prenante silencieuse, pour pouvoir in fine, récupérer et concaténer du coup toutes les informations, donc les regrouper en une seule et même matrice qui vous permettra de voir quels sont les sujets les plus importants pour votre entreprise, donc les sujets matériels. Ensuite, on a la phase 3 qui est l'identification des indicateurs, donc qualitatifs et quantitatifs, sur lesquels votre entreprise va devoir reporter. Donc une fois que vous avez fait votre matrice de matérialité, eh bien finalement on va déterminer quels sont les enjeux matériels, donc quelles sont les normes matérielles finalement, et vous allez devoir effectuer votre reporting uniquement sur les normes qui sont considérés comme matériels suite à cet exercice de consultation et de réalisation de la matrice. Vous n'avez pas à répondre à toutes les données qui sont demandées dans le texte de loi, qui sont au nombre de à peu près plus de 1000 points de données à l'heure actuelle, quantitatifs et qualitatifs confondus. Le but, c'est de se concentrer uniquement sur ceux qui ont un impact pour votre entreprise ou sur ceux sur lesquels votre entreprise a le plus gros impact. Enfin, nous, c'est en tout cas une vision qu'on a chez R3, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour passer de cet exercice réglementaire et donc de tous ces sujets pour soit structurer une stratégie RSE si vous n'en avez pas, soit mettre à jour votre stratégie RSE, puisqu'une stratégie RSE, c'est comme une stratégie d'entreprise finalement, et nous c'est comme ça qu'on la voit, c'est une stratégie business durable, sur comment est-ce qu'on peut vous amener à venir sélectionner justement ces enjeux qui sont importants pour votre entreprise d'un point de vue financier ou d'un point de vue de votre impact, pour pouvoir les intégrer dans cette stratégie ou construire une stratégie autour de ces sujets. On vient également construire cette feuille de route unique. Alors feuille de route unique, à la base, là on parle d'un sujet très réglementaire, donc ça va être des mises en place d'actions qui sont en tout cas liées aux indicateurs qui seront demandés dans votre rapport de durabilité, mais qui peuvent aussi être couplés justement à une feuille de route plus stratégique pour pouvoir développer des nouveaux projets en interne, voire même les faire vivre s'ils existent déjà. Et enfin, et ça c'est le dernier pan, qui est la structuration du rapport de durabilité. Alors le rapport de durabilité, aujourd'hui, ses contours sont posés, le format dans lequel il est attendu est posé. On est encore en attente de la directive européenne sur certains sujets pour qu'ils viennent éclaircir certains points sur leurs attentes, pour être sûr que le cadre soit le même pour toutes les entreprises. Mais sur la structure et les attendus, nous, on est totalement en capacité de vous dire, voilà, sur tel sujet, on va vous attendre sur, par exemple, l'identification de la politique environnementale que vous avez mis en place et de tous les sujets sous-jacents. Et on sera du coup en mesure de vous les présenter. On conseille évidemment de travailler en collaboration avec votre CAC, si vous en avez un, ou un CAC ou un OTI avec qui justement vous viendrez à nouer un partenariat à ce moment-là, pour être sûr qu'il soit en phase avec tout ce que vous êtes en train de faire et que derrière on arrivera à valider ce rapport de durabilité tous ensemble.
Et donc, nous, l'outil R3 Report CSRD s'inclut sur les 3 dernières étapes, puisqu'il permet de justement piloter tous ces sujets. Et si je rentre rapidement, du coup, dans les différentes étapes, sur la spécification des enjeux, pour vous montrer un petit peu pour un client qu'on accompagne en ce moment, il y a 38 en fait sous-enjeux au niveau de la norme. Donc on a 10 normes, mais on a 38 sous-enjeux. Ils se sont amusés à découper les normes. Et nous, on a rajouté un enjeu de business durable qui n'était pas présent dans ces normes pour notre client, puisque c'était important pour lui de venir justement se poser des questions sur l'impact qu'avait cet enjeu sur ses finances. Enfin, on a créé des échelles de notation, puisque pour venir noter votre impact sur l'environnement et la société, nous, on crée des échelles qui sont en phase avec justement vos analyses de risque, ou voire même, on vient vous suggérer des échelles si vous n'en avez pas en interne. Et pareil pour l'impact financier, donc comment est-ce que ces sujets viennent impacter vos finances. Sur la partie consultation et construction, donc là, on est parti sur une consultation plutôt élargie avec 6 parties prenantes en interne. Donc, on va du CEO au DRH en passant par le directeur RSE et le directeur des achats. Mais on a aussi interrogé 15 parties prenantes externes, donc autant des fournisseurs que des clients, des gestionnaires de déchets, mais aussi des alumni de l'entreprise pour venir justement témoigner en étant hors de l'entreprise sur quelles sont les bonnes pratiques en interne ou pas. Et enfin, on a abouti du coup à la construction de 5 matrices de double matérialité. Pourquoi ? Parce que c'était un groupe qui avait 5 secteurs d'activité différents et qu'on a concaténé ensuite en une seule matrice groupe. Et je sais que c'est une question qui avait d'ores et déjà été posée. Pour ce faire, nous, on est parti sur une distribution vis-à-vis du pourcentage du chiffre d'affaires de chacune des activités. Enfin, la 3e partie, donc là, c'est pour vous montrer en fait E1, donc c'est-à-dire la norme environnementale 1 qui est associée au changement climatique, est obligatoire pour toutes les entreprises. Alors, c'est une obligation un peu cachée, puisqu'en fait, l'EFRAG dit aux entreprises, on ne vous oblige pas, mais si vous arrivez à nous prouver que vous n'avez aucun impact sur le changement climatique et que le changement climatique n'a aucun impact sur votre activité, c'est d'accord. Mais on vous attend un peu au tournant, puisque l'EFRAG a bien conscience qu'il y a peu d'entreprises qui peuvent dire « aujourd'hui, ça ne m'impacte pas et je n'ai aucun impact sur ce sujet ». Par contre, sur les autres sujets, voilà, on est beaucoup plus libre. Donc en fonction des différents secteurs d'activité, on vient justement positionner ces différents sujets. Et vous voyez que sur un secteur comme l'industrie ou comme la mode, les sujets qui sont identifiés comme matériels et importants ne sont pas les mêmes. Sur la mise à jour de la stratégie, donc là, c'est très succinct, mais c'est pour vous montrer qu'on a revu la stratégie de l'entreprise et que finalement, dans la feuille de route, les différentes actions qui peuvent être mises en avant, c'est par exemple le fait de formaliser son plan de transition avec des émissions conformes à l'accord de Paris. Donc ça, c'est l'un des data points, donc des points de données qui est demandé dans le reporting de la CSRD. Et enfin, sur la structuration du rapport, comme on vous le disait, nous, chez R3, ce qu'on vous propose, c'est en fait de vous aider à structurer ce rapport, puisqu'une fois que vous aurez une bonne base, finalement, vous pourrez la réutiliser année après année. Et nous, on est là pour vous faire des recommandations sur les données à intégrer et aussi des recommandations une fois que l'intégralité de ce rapport a été rédigée. Ce rapport, généralement, sur chaque sujet, on va vous poser des questions autant sur des sujets de gouvernance, donc comment est-ce que vous gérez, par exemple, en interne le sujet du changement climatique, mais aussi quelles sont les politiques que vous avez mis en place, les objectifs que vous êtes fixés et les actions à date que soit vous vous êtes fixés, soit vous avez mis en place. On vient aussi les lier, du coup, à des KPI, donc des indicateurs quantitatifs, qui sont associés à chacune des dates. Vous voyez que tous ces sujets aujourd'hui qu'on vous a présentés, les normes, c'est en fait finalement des normes qui sont pour tous les secteurs d'activité confondus. Et pour juin 2026, on attend des normes supplémentaires qui viendront spécifier justement des sujets pour des secteurs à fort impact environnemental et social au niveau européen. Et si on vous montre du coup quelques par exemple, indicateurs, on a dans le E1 le fait de présenter votre scope 1, scope 2, scope 3 de bilan carbone. Donc en l'occurrence, ça oblige les entreprises petit à petit à mettre en place leur bilan carbone et à le revoir année après année. Mais pareil, se poser des questions sur la biodiversité, qui est un sujet montant aujourd'hui dans notre société, puisque parler d'environnement sans biodiversité et de climat sans biodiversité, c'est un peu compliqué. Je te laisse prendre la suite. On revient sur notre sujet d'outils, justement parce que la démarche, et on voit dans vos questions, c'est un sujet de complexité aussi.
L'objectif, c'est pas de rendre l'exercice de la CSRD complètement absurde ou abscon. C'est vraiment d'en faire quelque chose de simple, de facile à digérer, mais qui reflète quand même la réalité de votre entreprise. Pour ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les fameux 10 textes de loi et puis les normes transverses, et on les a transcrites dans un outil. Donc ça fait quelques centaines de pages qui sont en fait remplis de petits indicateurs au fur et à mesure des textes, des attendus, des manières de faire, des méthodologies. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a traduit dans un outil digital qu'on utilise, nous, quand on accompagne des entreprises, mais qu'on peut aussi mettre à disposition des entreprises qui veulent continuer à faire leur reporting de manière autonome. Il faut l'imaginer comme une version plus interactive, plus riche du fichier Excel de l'EFRAG que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. C'est un fichier assez compliqué à aborder. Ça reste de la réglementation. Chacun ses préférences. L'objectif pour nous, c'est de vous faire gagner en autonomie et de rendre pérenne la démarche de reporting, puisque tous les ans, alors il ne faut pas refaire sa double matérialité tous les ans, mais il faut publier son rapport de durabilité tous les ans. Donc forcément, avoir un outil qui permet de traquer ça, c'est quelque chose qui vous fait gagner beaucoup de temps et qui vous amène un petit peu de sérénité d'esprit. Notre outil, il est 100% personnalisable dans la mesure où il vient refléter la réalité de votre entreprise. Donc, il vient vous aider à faire votre reporting, à identifier les bons sujets et à récolter la donnée pour pouvoir faire tout ça. Justement, quand on collecte de la donnée, on en a parlé, le rapport, il va être audité. Donc, forcément, il faut qu'il y ait la donnée, il faut qu'il y ait aussi une source. Notre outil vous aide à gérer toute cette complexité de manière assez simple pour interroger les bonnes personnes sur les bons périmètres et ensuite garder les données au bon endroit. Le point que soulevait Manon avec cet enjeu business durable qu'on a rajouté par exemple pour un client, c'est que le reporting, vous pouvez ajouter des sujets non obligatoires, et on l'a vu dans les questions dans le chat. En fait, le point, c'est que ce rapport, il a une base nécessaire et obligatoire, et ensuite vous pouvez raconter votre entreprise de la manière que vous le souhaitez en ajoutant d'autres enjeux. Notre outil il permet ça justement pour que ce rapport soit un vrai outil de communication et de valorisation des actions de l'entreprise. Et enfin, très important, puisqu'il va falloir collecter de la donnée dans beaucoup de directions, beaucoup de départements de l'entreprise, il faut absolument que l'outil soit collaboratif pour que toutes les personnes qui ont accès à la bonne donnée puissent contribuer. On rentre un petit peu dans le détail des fonctionnalités. Oui, et peut-être pour vous donner un peu plus de visibilité, lorsqu'on dit que ça a été simplifié, c'est que finalement, on a pris un texte de loi, on l'a traduit en français compréhensible de tous, et sous format de questions, pour vous aider à répondre plus facilement, du coup, à toutes ces datas qui sont attendues. Donc le but, ça va être justement de pouvoir paramétrer cet outil en fonction, dans un premier temps, des enjeux qui ont été établis comme, entre guillemets, obligatoires, donc matériels pour votre entreprise, finalement, au travers de cette analyse de double matérialité. Et le but, ça va être d'avoir une visualisation très claire, finalement, des enjeux qui sont matériels pour vous et donc des sujets sur lesquels vous allez devoir faire un reporting. Mais on vous laisse quand même accès aux enjeux qui ne sont pas matériels pour vous, au cas où vous êtes curieux, et au cas où ces sujets deviennent matériels pour vous dans les futures années. Puisqu'en effet, cette analyse de double matérialité est à réitérer tous les 3 à 5 années en fonction de l'évolution. Mais il faut quand même se poser des questions tous les ans, de se dire est-ce que j'ai été impacté tout particulièrement cette année par un sujet ? Donc par exemple, des situations géopolitiques pourraient venir impacter certains business et du coup changer des notes année après année. Cet outil il permet aussi de suivre du coup les différentes actions que vous allez devoir mettre en place, puisque finalement, si vous cochez « non, je n'ai pas de plan de transition », bah, indirectement, ça veut dire qu'il va falloir en faire un. Au bout d'un moment, vous avez du temps, c'est-à-dire que le rapport de durabilité vous permet d'être transparent sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Ce n'est pas une obligation de faire, on ne vous demande pas de le faire. Mais si au bout de 3 années, vous dites bah voilà, j'ai vu que je ne l'avais pas fait, bah, l'auditeur peut vous dire au bout d'un moment pourquoi au bout de 3 années où vous cochez « non, je ne l'ai pas fait », vous ne vous posez pas la question de allez, on le fait en tant qu'entreprise, on essaye de se faire un plan de transition. Donc c'est plutôt dans ce sujet-là où finalement cette obligation de transparence, elle vous oblige à dire et donc à prendre conscience de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas en interne. L'outil va vous permettre surtout de faciliter, justement, comme le disait Alexis, la collecte de données et de pouvoir dispatcher cette collecte, puisque en effet, un directeur RSE, un directeur d'entreprise, un directeur, peu importe, n'a pas forcément l'intégralité des informations pour pouvoir répondre à toutes les données qui sont attendues par le reporting de la CSRD. Et ça vous permettra également sur cet outil de suivre votre évolution, puisque vous allez, si vous prenez l'outil, vous pourrez regarder année après année comment est-ce que vous avez évolué sur les différents sujets.
On revient sur cette approche, elle est assez importante. On voit aussi des questions sur est-ce qu'on peut s'emparer de la démarche de manière autonome. Oui, il y a des entreprises qui répondent à la CSRD en s'emparant du sujet, en digérant les normes et en se renseignant auprès de partenaires, auprès de leur CAC, sur la bonne méthode. Nous, ce qu'on vient vous apporter, c'est la garantie que la méthode que vous allez suivre, elle va vous permettre de générer un rapport de durabilité qui sera certifié par vos auditeurs. Le sujet, c'est de lier justement cet accompagnement expert à cette plateforme pour gagner du temps, pour gagner en fiabilité, pour assurer un suivi dans le temps aussi qui soit plus simple. On a, une fois qu'on a ces sujets-là, justement, on a pas mal de questions là-dessus, c'est aussi la CSRD l'occasion d'aller regarder d'autres sujets. Donc utiliser la CSRD comme point de départ pour une démarche de transition d'entreprise, c'est aussi un bon sujet. Que ce soit pour aller transformer ces modèles en parlant d'adaptation au changement climatique, par exemple, je voyais une question là-dessus, ou en se disant, bon, ok, je me rends compte que par rapport à mon bilan carbone, scope 1, 2, 3, et par rapport à mes émissions, j'ai une stratégie, un plan de décarbonation que je veux renouveler, où je veux avoir une ambition plus forte. Ben, la CSRD, ça peut vous permettre aussi d'enclencher ces processus-là. Donc, l'utiliser pour aller plus loin, bien sûr, c'est essentiel. Si vous vous limitez à l'exercice réglementaire, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais les opportunités stratégiques seront plus limitées. Donc oui, utilisez la CSRD comme un outil pour aller plus loin. On arrive au terme de la présentation. Je crois que Pascal va reprendre la main pour nous poser quelques questions justement qu'on a sélectionnées au fur et à mesure. Encore une fois, continuez à les poser. On y répondra soit à l'oral, soit plus tard. Mais c'est pour nous de toute façon source de richesse. Alors merci beaucoup pour vos présentations, vos interventions. En effet, on a beaucoup de questions, plus d'une cinquantaine. Peut-être commencer par les sujets de périmètre. On a beaucoup de questions sur, à l'intérieur d'un groupe, les filiales, comment on considère ça, à partir de quel seuil les entreprises, les groupes sont concernés. Voilà. C'est pas très fort, mais normalement c'est bon. Alors par rapport au périmètre, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va reporter sur un périmètre consolidé. Donc si vous êtes une filiale dans une holding, j'ai vu une question là-dessus, qui est amenée à reporter parce qu'elle a ses propres reporting financiers, la CSRD s'applique au niveau de la filiale. Si vous êtes dans une holding qui fait un reporting consolidé, la CSRD et le rapport de durabilité est attendu au niveau de la holding. En termes de seuil, alors il y a eu effectivement un changement il y a quelques mois. On avait 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de total bilan comme seuil. Ça a été rehaussé, notamment pour prendre en compte l'inflation des dernières années, à 25 millions de total bilan et 50 millions de CA. Un sujet également sur les KPI, les indicateurs. La question étant, les KPI sont-ils clairement définis et sont-ils faciles à produire ? Alors, si on parle des KPI, donc quantitatifs, donc de la donnée, de la data, comme on a l'habitude de l'avoir, ils sont on peut facilement les trouver dans le Excel. Par contre, malheureusement, la CSRD, ce n'est que 1/3 de données quantitatives. On est aussi sur 2/3 de données qualitatives, où là, pour le coup, je vous renvoie à ce qu'a dit Alexis tout à l'heure sur le Excel est disponible en ligne, de toutes les données que vous avez à fournir potentiellement vis-à-vis de la CSRD. Ce document, il fait actuellement, je crois, 1800 lignes Excel. C'est du document de droit. Je vous laisse le regarder. Nous, justement, on a fait ce travail de le rendre plus pédagogique, plus simple et de le retraduire de manière plus claire dans notre outil parce qu'on trouvait que c'était pas accessible au plus grand nombre. Donc c'est un parti pris, mais ils sont accessibles, ils sont clairement définis, faciles à produire. Si vous les comprenez, j'ai envie de dire oui, sans aucun problème. Peut-être une question ouverte sur le formalisme de reporting. Tout à fait. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on avait comme contrainte sur la DPEF. L'objectif, c'est de publier le rapport de durabilité sur le site public de l'entreprise. Donc, effectivement, vous allez peut-être révéler des informations sensibles à ce stade-là. Il faudra les filtrer. Le rapport attendu, on attend encore de la part de l'organisme réglementaire le détail exact du format. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un format de fichier qui est utilisé pour le reporting financier. C'est un format XBRL qui permet d'avoir des balises à l'intérieur du document et de retrouver rapidement, quand on fait des recherches, les différents points de données. Ce format-là, il peut être adossé, il doit être adossé à votre reporting financier. C'est un peu une annexe de cet exercice-là aussi. Et voilà, il doit être publié sur un accès public facile, et non pas enterré comme certains peuvent le faire parfois dans leur document de reporting. C'est vraiment quelque chose qui doit être accessible aux investisseurs et au public.
Peut-être une précision pour tous les participants à distance. On va se donner un peu de temps pour répondre aux questions. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui peuvent rester avec nous, voilà, 10 minutes de plus pour répondre au maximum de questions qui vont nous parvenir. Voilà, et en même temps, de vous préciser que les sondages vont arriver. Les 2 questions que je vous avais proposées en début de webinaire vont vous être proposées. Et merci d'y répondre pour nous permettre aussi de pouvoir organiser des rencontres individualisées pour regarder ce sujet avec vous. Peut-être une question, là on est sur de la perspective, une entreprise qui se projette. Et la question est, j'aimerais connaître les obligations légales d'une mise en conformité à cette réglementation au 1er janvier 2024, alors que notre entreprise n'est pas encore concernée tout de suite. Alors, c'est intéressant parce que ça revient à l'objectif de la réglementation. Si vous n'êtes pas concerné tout de suite, vous n'allez pas faire de reporting de durabilité. En revanche, l'entreprise impactée va vous demander, puisque vous êtes dans ses parties prenantes, de lui fournir un certain nombre d'informations. Alors, encore une fois, pas d'obligation de votre part, mais en revanche, si vous refusez de fournir des informations à l'entreprise cliente, forcément, la relation va peut-être se tarir un petit peu. L'objectif, c'est de rester dans une relation partenariale où on va répondre là où on peut et de se mettre en mesure de, petit à petit, faciliter le reporting de l'entreprise cliente. Les normes qui touchent notamment aux entreprises PME, elles peuvent vous guider pour avoir aussi les sujets sur lesquels vous êtes peut-être pas attendu aujourd'hui, mais vous serez attendu demain. Et ces normes-là, ce sont les mêmes que les autres entreprises vont, elles, regarder pour leur reporting si elles sont impactées dès aujourd'hui. Donc vous avez déjà un indicateur de ce qui vous attend et vous pouvez répondre au moins aux attentes des entreprises qui sont vos clients. Toujours une question de périmètre très précise. Les éléments de chiffre d'affaires, bilan, nombre de salariés sont-ils par sirène ou par compte consolidé? C'est la réponse B. Compte consolidé, toujours. Quand vous avez un doute, c'est compte consolidé sur le périmètre du reporting financier, justement. Je me saisis d'une question que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut intervenir dans les DOM? Oui. Alors, d'une part, parce que voilà, d'une part parce qu'on peut travailler à distance aussi, dans la mesure où bon, depuis quelques années, mais même sur ces exercices-là, on a beaucoup d'entretiens, donc on a forcément vocation à gagner du temps en faisant ça à distance, mais on a aussi des missions dans les DOM. De toute façon, même si on n'est pas installé en local, on est capable de se déplacer si besoin. Peut-être les prochaines questions. Question qui concerne les associations. Est-ce que les entreprises sous statut associatif sont soumises à la CSRD? Alors, il y a des subtilités. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, on vous encourage à vous rapprocher de, alors à la fois vos commissaires aux comptes, mais aussi vos chargés d'affaires qui nous transmettront les questions. Il y a quelques subtilités. Normalement, on parle d'entreprise, on ne parle pas d'association. On peut peut-être passer à des sujets de double matérialité. Une question de compréhension, voilà, par rapport à la NFRD, qui me semble-t-il prenait déjà en compte des indicateurs environnementaux et sociétaux. En quoi la CSRD est-elle nouvelle? Alors, en effet, la NFRD prenait en compte ces sujets. Par contre, on s'intéressait majoritairement à comment ces sujets impactent la pérennité de votre business. Donc finalement, on était très auto-centré sur l'entreprise, sur se dire comment est-ce que, par exemple, le changement climatique peut venir affecter mon activité, affecter mes partenaires, mes prestataires, mes sous-traitants, etc. Donc c'est des sujets qui étaient pris en compte, mais on ne se posait pas la question de comment est-ce que mon entreprise et mon activité vient impacter le changement climatique, vient impacter l'environnement, vient impacter la biodiversité. Donc là, on est dans une double logique, c'est-à-dire que c'est les mêmes sujets, mais on n'est pas juste auto-centré sur comment est-ce que ça m'impacte en tant qu'entreprise, mais aussi quel est mon impact en tant qu'entreprise sur ces sujets-là. Je rebondis, la CSRD vient remplacer la NFRD, donc le rapport DPEF disparaît au profit du rapport de durabilité de la CSRD. Peut-être les questions suivantes, sans revenir, on en a beaucoup sur le périmètre, encore une fois, comptes sociaux, comptes consolidés, et on répondra à toutes les questions. Toujours une question de périmètre, peut-être celle-ci, à partir de 2025, vous avez indiqué un seuil de 25 millions d'euros de total bilan, mais il me semble que c'est 20. Déjà. Alors oui, c'est ce que Alexis a dit tout à l'heure. En effet, ces seuils ont augmenté
il y a peu, justement. Donc aujourd'hui, c'est 25 millions de bilans et 50 millions de chiffre d'affaires pour pallier justement à l'inflation et pour la prendre en compte aujourd'hui dans les comptes des entreprises. Alors moi, je vois une question intéressante par rapport au niveau de contrôle des CAC. En fait, on en parlait au moment de structurer le rapport de durabilité, c'est un point essentiel. Plus vous allez co-construire cette démarche, plus ça va être simple de certifier le rapport à la fin. C'est une démarche qu'on a déjà quand on voit les DPEF, quand on se met dans une posture de collaboration avec les commissaires aux comptes, quand on fait valider en amont, par exemple avant de faire la consultation, que les questions qu'on pose, que la méthodologie qu'on va appliquer leur convient, forcément on s'évite des déconvenus plus tard. Donc travailler main dans la main avec vos commissaires aux comptes, forcément c'est intéressant. Leurs attentes, et on ne l'a pas forcément abordé, mais dans les premières années de toute façon, comme pour toute nouvelle norme, elle va être un peu plus faible et au fur et à mesure elle va se renforcer. Donc commencez à travailler avec eux et petit à petit construisez votre rapport de durabilité. Ils seront beaucoup plus à l'aise à la fin, vous allez gagner du temps, vous allez vous éviter des allers-retours et des déconvenus. Et peut-être pour compléter, pour la deuxième partie de la question qui est fond et ou forme, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes sur un rapport de durabilité qui ne prévaut que sur votre obligation de dire. Donc finalement, vous allez dire des choses, le but c'est de pouvoir les prouver. Le CAC va être là pour vérifier les informations que vous donnez. Mais si par exemple vous dites « je n'ai pas fait de bilan carbone, je n'ai pas fait de plan de transition, je n'ai pas de levier de décarbonation », votre CAC n'est pas là pour vous punir parce que vous ne les avez pas. Le but c'est de le dire et d'être transparent vis-à-vis de tout ça. Par contre, si vous dites « j'en ai un » et que vous êtes en incapacité de lui montrer, là pour le coup il pourra vous tomber dessus directement. Oui. En effet. Quelles sanctions sont prévues si une entreprise ne publie pas son rapport de durabilité ? Alors, intéressant, hein, parce que effectivement, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe ? Alors, première réponse, regardons la DPEF. Quand vous devez publier une DPEF et que vous ne le faites pas, au bout de quelques mois, vous recevez un petit email et puis une mise en demeure qui vous annonce une amende. Bon, on peut aussi décider que l'exercice de durabilité étant une certaine charge, on paye cette amende. La CSRD vient introduire une nouvelle dimension, c'est le refus de l'accès à la commande publique. Et quand on perd accès à la commande publique parce qu'on ne fait pas son reporting de durabilité, le message qu'on envoie au marché et à ses investisseurs, il est quand même un petit peu négatif. Et ces banquiers, effectivement, Gérard complète. J'ai vu une question sur les financements à impact, on pourra peut-être y revenir. Ouais. Dans le cadre d'un financement à impact, pouvez-vous jouer le rôle de conseil client ou de la banque pour la définition et la mise en place des critères ESG, plus leur suivi? Alors on sort un petit peu du sujet CSRD, mais tout à fait, on le fait pour certains fonds qui viennent regarder des éventuels investissements, des cibles, et pour lesquels on les aide à auditer les démarches en place, le niveau de maturité ESG, et mettre en place un plan d'action qui peut être à la fois dans le management package et les objectifs qu'on se fixe, et la trajectoire de l'entreprise, complètement. Question d'organisation, si nous ne possédons pas de département RSE à part entière, entreprise, quel service est le plus à même de piloter le projet CSRD ? Alors, la CSRD, c'est un joli travail de cohésion d'équipe. De manière générale, même quand il y a des directions RSE, nous, on aime travailler avec les directions RSE et les DAF, donc les directeurs financiers, puisque de manière générale, on arrive quand même sur un rapport qui va être et financier et extra-financier. Le but, c'est de trouver des gens qui vont être en capacité de fédérer et de récolter les informations, qui ont une bonne connaissance de l'entreprise, de ses impacts, mais aussi de comment les différents sujets peuvent impacter les finances. Il faut un beau chef d'orchestre finalement, parce que c'est un projet qui va être sur 6 à 8 mois et qui est en capacité justement de comprendre les spécificités autant financières que d'impact environnemental et social. Donc après, c'est à charge à vous de trouver la bonne personne en interne, mais on a souvent des DRH qui peuvent prendre ces sujets-là ou des DAF qui se saisissent des sujets. Ou des directeurs qualité ou des directions juridiques et conformité. En fait, c'est assez, comme dit Manon, l'important c'est de fédérer, que cette démarche-là, elle soit une démarche de cohésion. Le CSRD est un outil pour commencer une démarche d'adoption au changement climatique. Quelles sont les limites du CSRD à l'heure actuelle ? Et avez-vous une idée de la quantité de travail nécessaire dans les grandes lignes pour se lancer dans la démarche ?
Alors, très bonne question. Je commençais à y répondre justement en fin de présentation. Utiliser la CSRD pour commencer une vraie démarche d'adoption du changement climatique, je pense pas, mais d'adaptation au changement climatique, tout à fait. Ça vous permet d'avoir une vue exhaustive de vos impacts et des impacts sur l'entreprise. Donc forcément, ça vous permet de pointer du doigt les bons sujets de transition. Après, les limites de la CSRD à l'heure actuelle, c'est qu'elle est encore en construction. Il faut être un petit peu indulgent, de la même manière que les CAC seront indulgents avec vous sur le niveau de reporting des premières années. Il faut être un petit peu indulgent. C'est quelque chose qui va être affiné, qui va se préciser, qui va donner plus de précision sur notamment certains secteurs plus que d'autres qui sont plus émissifs. Donc il faut bien sûr voir qu'il y a des limites à l'exercice et le prendre un petit peu avec philosophie. Voilà. On fait son reporting progressivement. Tout le monde va gagner en compétences dans les années à venir et ça devrait bien se passer. Peut-être une ou deux dernières. Comment se positionne le rapport? Vous avez sans doute répondu, mais comment se positionne le rapport de durabilité par rapport à un rapport annuel et un DPEF? Est-ce un document supplémentaire? Par qui est-il certifié? Alors, donc, Alexis en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais en effet, le rapport de durabilité vient totalement remplacer la DPEF. Vous n'aurez plus à faire et une DPEF et un rapport de durabilité. En l'occurrence, tant que vous n'êtes pas soumis aux différents seuils, libre à vous de choisir si vous continuez à faire votre DPEF ou à transitionner justement de vous-même vers ce rapport de durabilité. Par contre, par rapport à votre rapport en interne sur votre entreprise, là pour le coup, vous allez devoir continuer à le faire. En effet, vos états financiers, vous allez devoir continuer à les consolider et à les sortir de manière dissociée. Être certifié EcoVadis et produire un rapport suffit-il pour répondre aux attendus de la CSRD? Alors c'est intéressant. EcoVadis est totalement dissocié de cette réglementation et de cette directive européenne. C'est vrai que c'est une certification qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans le monde des entreprises, qui est beaucoup demandée parce qu'elle est partagée et du coup c'est un gage en tout cas de qualité pour certaines entreprises dans leurs appels d'offres et dans leur choix de fournisseurs. Elle n'a par contre en aucun cas un rapport avec la CSRD et alors il y a des sujets que vous avez traité dans EcoVadis, donc par exemple le fait de produire une politique environnementale ou une politique d'achat responsable, c'est des choses qui sont demandées par EcoVadis que vous pourrez valoriser dans votre rapport de durabilité sur les différents sujets, puisque justement dans cette norme E1 changement climatique, on va vous demander une politique d'achat responsable, une politique environnementale, donc ce sont des choses que vous allez pouvoir justement valoriser. Par contre, quand j'entends et simplement publier un rapport, tout dépend, puisque finalement dans votre rapport sera auditée la méthodologie de comment est-ce que vous avez défini quels sont les sujets qui sont les plus matériels, donc les plus importants pour votre entreprise. Si vous arrivez à positionner une méthodologie, à faire votre analyse en interne et à l'externe, et du coup à derrière structurer votre rapport de durabilité, j'ai envie de vous dire oui, mais il ne suffit pas juste de prendre les sujets EcoVadis, de les mettre dans un rapport et de du coup répondre à la CSRD de cette manière. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Merci beaucoup. Gérard, peut-être un mot de conclusion à ce webinaire? Oui, merci, merci Pascal. J'espère surtout que cette présentation, que ces échanges vous ont été utiles dans vos réflexions, dans vos travaux que vous allez lancer au ceux à venir. Et je crois, et je vais le dire avec un peu de sourire, malgré les efforts de nos intervenants, leur pédagogie, la clarté de leurs propos, on est tous d'accord que la CSRD, ça reste un sujet complexe. C'est un peu un euphémisme, hein. C'est une réglementation européenne, donc ça reste un sujet complexe. Et je vais redire ce qu'on a dit en entrée. Là, on était dans une phase de sensibilisation, d'explication des gros enjeux de la CSRD. On voit bien aussi que d'une typologie d'entreprise à l'autre, et je ne parle pas que des seuils, la mise en œuvre, les travaux à conduire peuvent être très différents. Et c'est pour ça, et je redis ce qu'on disait au début, pour nous maintenant, ce qui est important, si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, vous contactez votre chargé d'affaires, vous contactez votre caisse régionale et on sera fort d'organiser un rendez-vous avec les experts de R3 sur le sujet. Voilà, je crois que c'est le meilleur moyen de conclure en disant on a fait une première étape. Pour aller plus loin, contactez votre caisse régionale, contactez vos chargés d'affaires. Peut-être, je le redis parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc le replay sera disponible très rapidement hein, pour ceux qui veulent partager avec leur équipe. Et je te redonne peut-être la parole. Non, on n'a pas les résultats des questions. Je suis peut-être trop impatient qui se sont affichés.
probablement été publié pendant qu'on échange. Non, mais si ce n'est pas le cas, on va en arrêter là. Merci en tout cas à tous les participants. Merci aux intervenants. Et puis, rendez-vous peut-être d'ici quelques semaines pour d'autres animations de ce type-là, parce que vous l'avez bien compris, l'alliance entre Crédit Agricole Transition Énergie et R3, ça va bien au-delà de la CSRD. C'est bien de vous accompagner dans toutes vos problématiques, que ce soit RSE, efficacité énergétique ou décarbonation. Très bonne journée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver. Merci.